Alors, je vais me permettre de me lever, puisque le CNAEMO a décidé, il y a un an, de se lancer dans le parrainage et dans le marrainage. On a gardé ça, on va dire, quasiment secret jusqu'à aujourd'hui. On souhaite faire, en protection de l'enfance et au CNAEMO, de la communication positive. On a vu ces derniers temps un certain nombre d'articles. On a vu effectivement aussi, un reportage. On ne nie pas ce qui a été dit, écrit, etc. Mais en tout cas, ça nous paraissait important de faire une communication positive. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter donc le parrain et la marraine. On va commencer par le parrain, pardon. Voilà, j'ai fait. On recommence et on coupe, s'il vous plaît. Je vais commencer par présenter le parrain, Monsieur Faisal Hanesh, explorateur. Je lui demande de venir ici. Juste avant de lui donner la parole, on va regarder un petit montage, donc une petite vidéo de Faisal qui était intervenu et qui avait témoigné il y a 2 ans, donc aux assises sur l'inclusion à Nantes. On va lancer la vidéo et puis on reprendra le micro après. Je suis rentré, j'ai mis les pieds dans un foyer, c'était le foyer de l'enfance pour la première fois, c'était en 86 je crois. Et j'ai passé 5 ans plus tard dans un foyer de la sauvegarde de la Drôme. Le séjour de 5 ans, c'était pas régulier, mais c'était la chose vraiment importante durant ces 5 ans, c'est qu'il y avait, j'étais un très mauvais élève à l'école, donc l'aide jeune majeur, ça a été très court. Ensuite, j'avais des éducateurs, surtout 2 d'entre eux, mais un peu plus, qui étaient vraiment très investis dans leur travail. C'était vraiment, pour eux, c'était les repères. Ah ouais, c'était vraiment... ces deux-là, et c'est eux qui m'ont enseigné le ski, l'escalade, la voile, la planche à voile, courir, etc. Déjà, ils ont commencé à m'initier au sport. Et lorsque j'ai terminé mon séjour de 5 ans dans ce foyer, j'étais nul à l'école, j'étais une brêle. J'étais un peu agressif, je fumais du chichon, etc., hein, classique. Hein. Et mais par contre, j'étais un bon skieur. Je m'en suis pas rendu compte, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça. Oui, il est pas... je suis passé par le Pôle emploi. Ouais. C'est là que le grand virage de votre vie, c'est le 12 mai 99, et là vous partez, vous retournez en Scandinavie, mais là avec l'objectif d'y rester et vous installer en Norvège, sans pratiquer le norvégien, sans pratiquer l'anglais. Il faut être un peu fou. Qu'est-ce qui vous emmène à ce moment-là? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas très conscient à ce moment-là, mais moi c'était vraiment... je voulais fuir un peu, hein. Je voulais un peu fuir la France, hein. Moi, je le sentais venir, hein, ce qu'on commence à voir maintenant en France. Moi, de toute façon, je l'avais vu, je commençais à le ressentir déjà dans les années 90. Et bon, oui, je décide de partir. Bon, je pensais à mes parents qui ont émigré dans les années début 70. Je me suis dit, eux, ils sont partis, ils ont tout quitté, ils ont recommencé leur vie, etc. Moi, j'ai plus d'éducation, j'ai eu plus de facilité qu'eux dans la vie, etc. Pourquoi pas le faire comme eux? Et bien m'en a pris. Ouais. Et vous vous retrouvez dans un collège international comme enseignant? Exactement. D'abord assistant enseignant dans un collège international. Alors c'était un collège international qui prépare des étudiants pour le baccalauréat international. Et c'était assez élitiste quand même. On préparait des étudiants pour Yale, Harvard, Oxford, Cambridge, toutes ces grandes universités anglo-saxonnes. Et la première année, j'étais assistant professeur de sport. Et la seconde année, je me suis retrouvé titulaire parce que le titulaire partait en année sabbatique. Donc moi, la brêle, là, en lycée professionnel, je filais des notes aux types qui allaient à Oxford et à Cambridge. Du coup, c'est l'heure de la confirmation. C'est là où il y a les premiers apprentissages, les premières expéditions. Ouais. Alors ça a commencé une expédition à la journée. Hein.
Ouais. Ensuite, c'était 2 jours. Ensuite, c'était 3 jours. Ensuite, c'était une semaine. Ensuite, c'était la traversée de la Laponie norvégienne, la traversée de la Laponie suédoise, la traversée de la Scandinavie, la traversée des Lofoten. Ensuite, à l'issue de l'année, et c'est ce qui, c'était un peu le diplôme, un peu la certification qu'on était explorateur, c'était la traversée du Spitzberg, que vous avez vu un peu auparavant avec les chiens de traîneau, etc. C'était 3 semaines en complète autonomie avec ma classe. Voilà. Donc, voilà, avec eux. On va y venir là-dessus. Et vous attrapez donc définitivement, comme tous vos camarades, le virus polaire. Les projets d'expédition se dessinent. Vous vous donnez 3 mois pour y réfléchir. Et à l'issue de cette période, vous allez vous installer à Finse. Finse. Au cœur de la Norvège, où tous les grands explorateurs dont on parlait tout à l'heure sont venus se préparer. Mais pourquoi Finse? Alors, pourquoi Finse? Parce que, justement, comme vous l'avez dit, c'est là où tous les grands explorateurs se sont préparés. Ensuite, c'est un endroit qui est... vous pouvez avoir 2 mètres de neige qui tombent en une nuit là-bas. Vous avez des vents qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on peut trouver en Antarctique. Toutes les personnes que j'ai connues qui se sont entraînées à Finse et qui sont allées en Antarctique, ils m'ont dit « Ah bah tiens, l'Antarctique c'est comme Finse ». Voilà. Vous avez l'Hardangervidda qui est juste à côté, c'est le plus grand plateau d'Europe. Ou même Amundsen a failli mourir. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour se préparer pour ce type d'expédition. Ensuite, on est isolé, c'est juste une station de ski, pas une station de train Pôle Nord. J'avais oublié le Pôle Nord. Et donc j'ai monté cette expédition Pôle Nord parce qu'elle était plus simple à monter. Il y avait déjà il y a une base. Il y avait une base déjà qui se trouvait, une base russe, qui se trouve près du pôle Nord. Bon, la base, c'est vraiment cette base russe, c'est soi-disant une base scientifique, mais en réalité, c'est les Russes qui veulent faire acte de présence sur la région arctique, et puis après pouvoir prétendre au territoire et tous les minerais. C'est surtout la fierté. On va un peu à rebours. On se rappelle des raisons pour lesquelles on a fait ça. Bien sûr, ces expéditions, il y a un peu un manque de reconnaissance. C'est la reconnaissance, on cherche un peu la reconnaissance, il y a ça. Mais on passe au-dessus après. Hein. Ça disparaît. Hein. La reconnaissance, ça ne résiste pas à des températures moins 40. Hein. Mais il y a aussi, il y a l'envie de se prouver à soi-même, et puis il y a la fierté. Moi, quand je repensais, j'étais au pôle Nord, je repensais à Faisal, le jeune dans le quartier, Faisal, le jeune dans le foyer, etc., etc. Bon, c'est un contraste qui est assez important quand même. Mais moi déjà, je commençais à me dire, je commençais à faire bouger mes notions du possible, quoi. Je commençais à me dire, c'est pas parce qu'on le voit pas qu'on peut pas le faire, quoi. Oui, ce que j'ai découvert en réalité, c'est que dans cette isolation, en réalité, on n'est pas fait pour vivre seul. On n'est vraiment pas fait pour vivre seul. L'humain, et même de toute façon, vous voyez ça aussi avec les animaux. Mais moi, j'ai découvert ça surtout. Rien à voir avec le loup. Hein. Ouais, rien à voir. Mais j'ai découvert ça. Ça a été très important pendant la dernière expédition en Antarctique. Voilà. Moi, il y avait des choses qui me manquaient, c'était les gens, etc., autour de moi, d'interagir avec les gens. Moi, avant, je voulais m'isoler. Pour moi, la société, tout ça, les gens, le malheur, le malheur, comment on dit, le cauchemar, c'est les autres, non? Oui, c'est un peu ça, l'enfer. L'enfer, c'est les autres. Sartre disait l'enfer, c'est les autres. Oui. C'était ça, voilà. L'enfer, pour moi, voilà, c'est... Moi, je suis plus en paix avec la société où je vis que je l'étais auparavant. Ça vous a réconcilié avec les hommes? Avec les hommes et les femmes. Dans mes histoires, parce qu'il y en a plusieurs, il y a une petite histoire à prendre pour chacun. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Il y en a certains, ils peuvent utiliser mes histoires ou mon passé pour... l'autre, il veut être mathématicien, l'autre, il veut être astronaute, l'autre, il veut être pompier, etc., etc. Mais le message le plus important que j'essaie de faire passer avec mes expéditions, c'est la notion du possible. On peut pas. Un étudiant en médecine, le premier jour, il va faire ses études de médecine, il s'est projeté dans 6, 7, 8 ans, il sera médecin. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Moi, c'est pour expliquer, de manière un peu plus extrême, oui, on peut être... c'est pas un frein d'être du quartier, c'est pas un frein d'être... même si les gens ils veulent vous faire croire ça, etc., on fait abstraction, tout ça. Vous savez, les gens, ils vous donnent pas à manger, hein, si vous avez faim. Hein. Moi, j'ai appris, il faut aller chercher soi-même, hein, la nourriture. J'ai laissé un morceau de moi-même, là-bas, et j'ai pris un morceau d'Antarctique, de l'Arctique avec moi. Et... moi, des fois, c'est vrai, quand je réfléchis, et des fois, je me dis, mais je suis toujours là-bas, quoi. Je peux partir.
Et des fois, je me dis peut-être un jour, je vais mourir là-bas, quoi. J'aimerais mourir là-bas, quoi. Moi, si je devais partir, quitter ce monde, moi, je me vois pas partir comme voilà dans mon lit. Ouais, moi, c'est Eric Tabarly que j'admire beaucoup. Moi, quand j'ai vu quand il est parti en bateau comme ça, je me demande s'il aurait voulu partir autrement. On reste là-dessus? On reste là-dessus. Alors, Faisal, donc on t'a vu donc dans une vidéo qui est courte, hein, c'est un montage, mais il avait fait plus d'1 heure d'interview avec Jean-Pierre que vous avez reconnu tout à l'heure. La première chose que j'ai envie de te poser comme question, c'est qu'est-ce qui s'est passé après cette séquence d'1 heure où il y avait de mémoire 800 personnes? Est-ce que tu as été sollicité après? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après cette 1 heure d'interview que tu as eue ce jour-là? On m'a demandé si j'avais écrit un bouquin. C'était une blague déjà. Et par contre, oui, j'ai ce projet. Mais j'ai eu beaucoup de retours d'éducateurs, de travailleurs sociaux qui m'ont contacté par email, Messenger, etc. Et qui m'ont dit qu'ils ont été très touchés d'abord par mon intervention. Donc je ne savais pas que j'avais ce pouvoir à toucher les gens. Et aussi qu'ils avaient eu pour la première fois pour certains d'entre eux un retour de quelqu'un de l'intérieur. Donc pour eux c'était enrichissant de ce côté-là. Et moi ça m'a fait plaisir. Après on a commencé à avoir plus de contact avec le CNAEMO parce que c'est des missions que j'aime beaucoup. Donc on t'a contacté, donc on a été régulièrement en contact avec Faisal, et puis il y a 1 an à peu près, on t'a contacté pour devenir parrain du CNAEMO. Pourquoi t'as accepté ça en fait? Parce que je suis maso. J'aime la douleur. Non, c'est surtout... non, plus sérieusement, moi je travaille... Déjà, j'ai quelques projets avec les jeunes. Moi, je suis beaucoup dans la transmission. J'y crois beaucoup. La même manière que ces éducateurs qui m'ont transmis, c'était pas marqué sur leur contrat, c'était plus de personne à personne. Et ben, moi, j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de retransmettre. J'ai fait quelques camps avec des jeunes, etc. L'année dernière, par exemple. Et avec le CNAEMO, quand on m'a proposé d'être parrain, c'est ce à quoi j'ai pensé en premier. Justement, cette transmission. Et là, vraiment, je crois qu'on a la meilleure... on a le meilleur public pour faire ça avec les travailleurs sociaux parce que vous êtes sur le terrain, quoi. Voilà. Donc il y a des fois je vais pouvoir dire des choses avec vous, vous allez me dire des choses et il va y avoir un échange et je pense que ça va être enrichissant de ce côté-là. Dernière chose, tout le monde ne te connaît pas ou n'était pas à Nantes. Est-ce que tu peux nous rappeler l'exploit que tu as fait en 1 année? Tu es un des seuls à l'avoir fait au monde. Donc est-ce que tu peux nous rappeler ça? Alors, la première expédition que j'ai faite, c'est au pôle Nord. J'ai atteint le pôle Nord en solitaire et sans support en 2015, au mois d'avril, et j'ai fait 400 km. Donc, c'est l'expédition française en solitaire et sans support, la plus longue jamais réalisée. Ensuite, la même année, je suis parti en Antarctique pour tenter de joindre le pôle Sud. Je suis le premier homme à faire le pôle Nord et le pôle Sud la même année. Je suis le premier homme au monde à faire ça, en solitaire et sans support, bien sûr. Et ensuite, l'année d'après, j'ai fait 2500 km au pôle Sud, du moins en Antarctique, pour atteindre le pôle Sud. Et c'est l'expédition française la plus longue, en solitaire et sans support, la plus longue réalisée jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà, donc Faisal est officiellement depuis aujourd'hui le parrain donc, du CNAEMO et on est très 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 content et très fiers de l'avoir. On peut l'applaudir très fort. Alors la deuxième personne que je vais appeler qui va devenir donc marraine du CNAEMO, c'est Madame Sophia Aouine, journaliste et écrivain. Je vous demande de l'applaudir.
Et comme tout à l'heure, on va regarder un petit montage de son intervention de l'an dernier, intervention qu'elle avait faite avec Jean Lebrun de France Inter, de la Marche de l'Histoire. Alors un peu comme nous l'avions fait l'année dernière, avec le témoignage inattendu de l'explorateur marcheur polaire Faisal Hanesh, nous vous proposons une séquence tout à fait inhabituelle dans un colloque comme le nôtre. Je vais en effet laisser la place, laisser le micro à quelqu'un qui en a une autre habitude et une autre pratique que la mienne, évidemment. Il s'agit de Jean Lebrun, que vous écoutez peut-être bien régulièrement sur France Inter dans La Marche de l'Histoire, émission dont il est producteur, animateur. Il reçoit pour nous quelqu'un qu'il connaît et qu'il a déjà reçu dans son émission, Madame Sophia Aouine. Elle est reporter et documentariste radio. Juste l'extrait, une petite phrase que vous avez retrouvée dans le programme qui donne l'idée de l'interview à laquelle nous allons assister. Toute ma vie, dit-elle, a été placée sous le signe des archives de l'aide sociale à l'enfance. Alors, une enfance aux archives? Je vous en prie. Cours personnel, mais la radio vient en fait en substitution à une enfance placée durant presque 20 ans. Donc je suis rentrée à l'aide sociale à l'enfance le 5 août 80. Ça, on en parlera tout à l'heure parce que jusqu'à peu, c'est-à-dire il y a moins de 4 mois, j'avais aucune conscience des dates. Et j'en suis sortie le 27 mars 99. Donc il y a presque 20 ans de ma vie que j'ai passé à l'aide sociale à l'enfance dans plusieurs formes de placement qu'on évoquera tout à l'heure. Et dans un parcours d'enfant placé, la radio est venue comme une sorte de mère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que la radio, c'est ma mère et François Truffaut, c'est mon père. Et la culture et la connaissance sont venues pour sauver parfois un peu des béances et de l'instabilité d'un parcours d'enfant placé. Et c'est vrai qu'en entendant la radio, j'ai eu envie... parce que j'entendais des histoires qui me touchaient profondément, j'ai eu envie d'être de l'autre côté du poste pour peut-être soit qu'on m'entende, premièrement, qu'on entende la parole d'un enfant qu'on n'avait pas écouté depuis enfant, et puis aussi pour transmettre des histoires, parce que pour moi la radio c'est le média du pauvre, c'est l'université populaire de la vie, et je dirais, c'est comme une barque qui m'accompagne, je pense d'ailleurs jusqu'à la fin de mes jours et depuis ma petite enfance jusqu'à l'adolescence. Pas trop de bruit, j'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer des personnes comme Jean Lebrun qui m'ont fait confiance parce que dans justement peut-être la singularité de mon parcours, il y avait quelque chose qui faisait écho au vôtre. Et c'est vrai que la connaissance, les archives, la mémoire, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et j'ai toujours un peu pratiqué l'école buissonnière, donc au lieu de préparer les émissions pour lesquelles vous m'aviez embauchée, je me suis souvent retrouvée à explorer la mémoire des années 70 et à découvrir un monde complètement parallèle qui m'a nourrie, quoi. Avec des modèles, Notre-Dame de la radio, que vous priez régulièrement? C'est vrai que quand on est un enfant placé, que ce soit en foyer, en famille d'accueil, après tout dépend le rapport à l'institution et à la personne qui est censée être votre tuteur. Moi, à un moment, j'ai réatterri dans ma famille au moment où mon enfance s'achevait, vers l'âge de 9-10 ans, jusqu'à peu près l'adolescence. Et à 16 ans, j'en suis partie pour des raisons que je n'évoquerai pas. Mais ça a été la période de la fin de l'enfance et de début de l'adolescence que Cocteau appelle la minute la pire et la fin de la jeunesse et la fin de l'enfance. C'est cette espèce de minute où justement vous voulez vous raccrocher à des modèles, vous n'en avez pas forcément, et puis vous en cherchez un peu partout. Alors quand vous n'avez pas un modèle de père forcément positif ou de mère positif, vous ne savez pas à quoi vous raccrocher. Et moi, ça a été à la fois le drame de ma vie et aussi le sens de ma vie. Et la radio et les voix que j'entendais à la radio sont venues pallier tout ça. Et j'ai découvert Macha Béranger. Alors peut-être que parmi vous, il y a des gens qui connaissaient Allô Macha. Mais moi, j'étais une insomniaque, ça n'a pas changé. Je dors très très peu la nuit et j'écoute énormément la radio.
Et puis la radio a fini par m'accepter, voilà. Et puis un jour j'ai découvert Macha, j'avais 13 ans et demi, 14 ans. Et puis j'ai entendu de l'autre côté du poste qu'il y avait des gens aussi qui étaient seuls dans leur histoire, qu'on pouvait appeler, qu'on pouvait avoir le courage de parler, et puis que de l'autre côté il y avait une personne qui pouvait vous écouter. Et le monde parallèle me faisait sortir un peu du carcan familial dans lequel j'avais été, malgré moi, on va dire... Enfermée, voilà. Mais vous avez bien dormi cette nuit, alors, finalement. C'est exceptionnel. Alors, je vous ai menti, j'ai pas forcément bien dormi. parce que c'est très... je me sens un peu... si vous voulez, quand on raconte son histoire comme ça à des inconnus, même si, au fond, les visages comme les vôtres, j'ai dû en croiser durant mes 20 ans de placement, c'est aussi une manière de comment dire... Après l'émission de radio, on en parlera après, c'est aussi une manière d'ancrer son récit quelque part déjà dans la mémoire des autres. Alors, comme je vous évoquais tout à l'heure, c'est 20 ans de placement avec différentes structures. J'ai été tout d'abord en pouponnière. Ensuite, j'ai été placée en famille d'accueil. Ensuite, j'ai eu un placement chez ma mère qui est revenue. Ensuite, j'ai été placée chez ma grand-mère en milieu ouvert. Ensuite, je suis retournée en foyer. C'est ce qui s'appelle un parcours intermittent. Vous Exactement, illustrez l'affiche de notre réunion. C'est ça. Bon, j'ai eu vraiment un parcours de placement qui était à la fois entre la famille, donc des essais de tentatives de rétablissement, on va dire, des liens familiaux, et puis un placement en tant qu'enfant qui avait besoin d'une prise en charge totale. Oui. En fait, ce qui avait de drôle dans cette émission, c'est qu'on l'a tournée auprès d'une cheminée, donc on avait enregistré ça. Elle a été passée le 24 décembre, alors que moi, beaucoup de mes 24 décembre se sont passés en foyer ou seul, ou avec... ne sortez pas les mouchoirs, hein, c'est pas grave. Seul ou avec des personnels, des maternantes, des auxiliaires de puériculture, des éducateurs. Et puis, quand j'ai écouté l'émission, je me souviens, je devais aller chez ma grand-mère pour passer Noël, parce que c'est quelque chose que plus tard, j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire quand même avoir un lien avec cette famille. Et quand j'ai écouté cette émission... C'était étrange parce que quand on l'a tournée, j'ai dormi dans cette fameuse famille et je me suis... Moi, en tant que journaliste, j'avais un nouveau rôle, c'est-à-dire d'observer ce qu'avait été la mémoire d'une famille d'accueil, les photos, etc. Et je me suis retrouvée donc à dormir chez eux, avec les enfants placés, les enfants légitimes qui sont revenus, à les écouter. Enfin, c'était assez étrange et j'observais ça avec un œil un peu comme ça, très critique. Et en même temps, je voyais les écueils, je voyais le père un peu trop. À ce moment-là, j'ai eu 10 ans, c'est vrai, presque on va dire de survie, en tout cas, de moments où j'ai arrêté la radio, je l'ai repris. Et puis, à un moment, il a fallu que j'arrête la radio parce que je n'arrivais plus à y aller. Et puis, j'ai commencé une psychanalyse parce qu'il fallait poser les choses, il fallait dire le récit, il fallait essayer de trouver un ancrage. Et puis, à partir du moment où j'ai posé ça, j'ai commencé l'écriture d'un roman. Et comme la radio a été un filtre, la fiction... la littérature l'a été aussi, et j'ai commencé à raconter une histoire. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai rencontré plusieurs éditeurs, les gens venaient me chercher. Vous savez, on est toujours un peu avide de parcours un peu tortueux dans la société française. Et puis j'arrivais pas à terminer ce livre, et puis un jour je me suis souvenue de cette phrase que mon père m'a transmise. Il m'avait parlé de Françoise Dolto. Alors je me suis dit... Est-ce que tu es écrivain? Est-ce que tu as le droit de prétendre à l'écriture? Comme tu as prétendu à être journaliste, est-ce que tu as le droit de prétendre à trouver une place dans cette société malgré ton passé, malgré ce qu'on t'a transmis dans ton histoire, malgré tes 20 ans de placement, malgré ton identité, as-tu le droit de dîner à la table? Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu chercher une raison à mes désirs et je me suis demandé s'il ne m'avait pas menti et j'ai commencé les recherches. Et quand j'ai ouvert mon dossier que vous voyez ici... non. C'est vous qui contrôlez votre dossier maintenant, voilà. Sophia. Quand j'ai ouvert mon dossier, quand j'ai été vers ce dossier, en fait, c'était juste pour résoudre cette énigme et savoir si ce père, dont le seul héritage positif était cette phrase de Dolto, m'avait menti ou pas. Et étant journaliste et quelqu'un d'extrêmement curieux, je me suis dit, je vais chercher où Dolto a travaillé. Dolto a travaillé à Radio France, j'y ai travaillé. Je me suis dit, mais où est-ce que tu as pu la rencontrer? À la Maison Verte, au détour d'un carrefour, en vacances? Non, en fait, il s'avère qu'effectivement, en essayant de retrouver les lieux où j'avais été placée, Dolto, après sa retraite,
elle a eu cette intelligence de faire des entretiens psychiques avec les enfants de la pouponnière Paul Manchon, dans laquelle j'ai été placée le 5 août 80. Donc ça, c'est dans les Hauts-de-Seine. Et ça, en tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est que dans ces notes que j'ai retrouvées, je pense que vous, en tant que travailleurs sociaux, si j'ai quelque chose à transmettre aujourd'hui, c'est pas je m'en suis sortie, tout va bien, je mange à ma faim tous les jours, etc. C'est le fait de se dire que chaque fois que vous prenez une note, chaque fois que vous faites une observation sur un enfant, chaque fois que on vous confie quelqu'un, vous écrivez pour cet adulte qui sera plus tard peut-être comme moi devant vous. Et l'intérêt en fait de conserver les archives, d'y avoir accès, c'est aussi la tentative après de trouver une place et aussi peut-être certains lieux symboliques dans lesquels vous avez eu le droit à l'enfance. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et en faisant cette émission de radio, il y a quelque chose qui s'est réhabilité en moi. Et j'ai eu énormément d'appels, dont celui du CNAEMO à venir parler ici. Et puis j'ai été contactée par un éditeur. Donc je suis en train d'écrire mon premier roman, qui sortira en janvier 2019 et qui s'appelle comme l'émission de radio Une enfance irrégulière. Donc ce sont des choses qui intéressent. Et c'est vrai que d'avoir des traces comme ça, c'est... À défaut d'avoir la transmission des parents, d'avoir une place, d'avoir un récit familial, un roman familial, le fait d'avoir ces notes-là, c'est très important. Et chaque enfant placé, chaque enfant pris en charge peut-être dans la petite enfance, je pense qu'il devrait avoir ce cahier de vie. Et pour moi, c'est indispensable. Et je pense qu'il faut, dans ce fameux PPE, j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, dans ce fameux PPE, je pense qu'il serait intéressant de parler de cette histoire et de mettre les choses par rapport à ça, en tout cas dans un... Alors je vous propose, on a 10 minutes, de ne pas parler du PPE. Je vous demande d'applaudir Sophia Awin. Alors Sophia, l'an dernier, donc il y avait eu effectivement cette fameuse intervention au CNEMO qui faisait suite à une émission de radio avec Jean Lebrun. Je me souviens, à Biarritz, on était plus de 1000 personnes et tu as raconté ton histoire, un moment très fort. Qu'est-ce que tu gardes de ce passage au CNEMO l'an dernier ? J'en garde tout d'abord, c'était la deuxième fois que je racontais mon parcours et en tout cas les choses que je voulais transmettre à un public. La première fois, ça s'est fait chez ma mère, c'était sur France Inter. L'émission avait déjà beaucoup touché parce que j'ai eu beaucoup de témoignages après de personnes qui voulaient justement avoir accès à leur histoire. Donc je me suis dit que la parole d'un enfant placé comme moi qui a passé 20 ans de sa vie dans les méandres de l'aide sociale à l'enfance pouvait intéresser à la fois des personnes qui n'avaient jamais été placées et aussi des travailleurs sociaux. Et le fait d'avoir... il y a Tolstoï qui disait pour toucher l'universel, il faut parler de ton village. Et moi, c'est une expression que j'aime beaucoup parce que c'est une citation que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il faut parler de là où on vient. Et moi, jusqu'à présent, aujourd'hui j'ai 40 ans, j'avais cette étiquette d'enfant placé que j'ai mis de côté. Et un jour, elle m'est revenue en pleine gueule parce que quand on est un enfant placé, on a beau s'en être plus ou moins sorti, la fragilité existe. Ça vous laisse une empreinte dans la mémoire, dans le corps, dans toute votre vie. Et le moindre petit caillou dans la roue peut tout détruire du jour au lendemain. Et c'est vrai que prendre la parole, ça a été curatif, indispensable. Et l'expérience de l'avoir fait devant les travailleurs sociaux du CNAEMO, ça m'est resté comme une date très importante dans ma vie. Et le fait d'avoir après des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé de venir en région témoigner auprès d'enfants, ça a été quelque chose comme moi, pour moi, comme l'ordre... Comme si la roue s'inversait, quoi. Il y a 20 ans, à un jour près, je sortais de l'ASE, le 27 mars 99. Et il y a 21 ans hier et 21 ans et un jour aujourd'hui que je suis face aux éducateurs. Donc c'est tout ça est assez symbolique. Je suis un petit peu émue, donc bon bref, voilà.
Juste une dernière chose, Sophia. Donc, quand on t'a demandé de devenir marraine, j'ai vu dans ton regard tout de suite la réponse. Même si tu t'es beaucoup questionné après, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui va se passer. Donc, comment tu vois la suite justement et ce rôle-là? S'il y avait un mot à mettre sur la suite, ce serait transmission et confiance. Parce que pour moi, il est important, au-delà d'avoir un rôle symbolique, de pouvoir rencontrer d'autres jeunes. Je suis dans un travail actuellement, et c'est l'histoire de ma vie. Vous avez bien compris que j'ai ouvert mon dossier de placement il y a 2 ans. J'ai mis 10 ans à pouvoir l'ouvrir. J'ai eu de la chance d'avoir dans mon parcours des personnes qui m'ont fait confiance. Je dis souvent qu'ils ont fait confiance à mon intelligence. C'est vrai que j'ai eu de la chance de rencontrer Françoise Dolto quand j'étais petite. Ma première psychanalyste, c'est Dolto. C'est toujours très, très classe de dire ça dans des dîners en ville à Paris. Mais même si on est une enfant de, entre guillemets, de la DAS, avec tout ce que ça comporte dans l'étiquette et dans l'image de la honte, mais en tout cas, si j'ai un truc à transmettre, et dans mon rôle de marraine qui va arriver dans les prochains mois, ce serait de pouvoir éventuellement transmettre des choses de mon histoire, et dans vos pratiques aussi professionnelles, cette idée qu'à chaque fois que vous écrivez, et c'est ce que j'avais dit l'an dernier aux Assises, à chaque fois que vous écrivez pour le futur de l'enfant. Et il est important, je pense, aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'ère de la sanitarisation de ce que vous appelez les usagers, ce mot horrible. Il est important pour moi de transmettre qu'on travaille pour l'humain, on travaille pour des futurs citoyens, on travaille pour des hommes et des femmes qui seront demain l'avenir de ce pays. Et il est important pour moi de donner un droit à l'enfance. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... dans la DAS, j'aime bien dire la DAS parce que pour moi ça veut tout dire. À la DAS, il y a des écueils, il y a des choses qu'on médiatise comme ce fameux reportage que je n'ai pas regardé, j'ai juste vu la bande-annonce. Mais il est important pour moi, au-delà de dire que je m'en suis sortie, de transmettre dans les pratiques sociales et aux jeunes cette idée que le parrain du CNAEMO, c'est l'idée du possible. Il est important de dire que vous avez le droit de rêver, vous avez le droit du possible, et vous avez le droit de sortir de cette image d'enfant placé, et ne surtout pas en avoir honte. Et il est important, je pense, d'avoir à la fois le militantisme dans ce qui se fait aujourd'hui en termes d'actualité, et aussi d'avoir aussi un peu de recul, et peut-être que des parcours comme le mien et celui de Faisal peuvent aussi apporter quelque chose à l'édifice, d'avoir une sorte de spectre général, en tout cas, de ce qu'il y a. Et voilà. Et donc, j'ai un projet. Je sais que je parle beaucoup, c'est mon métier. J'ai un projet, c'est de recueillir des témoignages d'enfants placés des années 50 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire des institutions de jeunes filles jusqu'à aujourd'hui. Il s'avère que moi, quand j'ai ouvert mon dossier, j'ai écrit une petite pièce de théâtre qui est là, d'ailleurs que je vends. Je suis pas là pour faire la promo, hein, qui s'appelle Les enfants au ventre creux. Micro-pièce en un acte, parce qu'en fait, à partir du moment où on sort de l'ASE, on a toujours faim, on a faim d'amour, on a faim de reconnaissance, et cette faim, en fait, elle guérit jamais, quoi. Et moi, ce que je voudrais continuer à faire, aujourd'hui, que j'ai un peu fait la paix avec mon histoire d'enfant placé, c'est de recueillir le maximum de témoignages pour monter un projet de pièce de théâtre qui tournerait en France, par exemple. Et je fais appel à vous parce que j'aimerais aller dans des institutions et rencontrer des jeunes, ou des anciens de l'ASE, des placés actuels, des jeunes, des moins jeunes, pour pouvoir monter une sorte de grande odyssée de la parole de l'enfant placé autour du thème de la première fois. Donc moi, cette petite pièce de théâtre, si vous voulez contribuer à mon projet, ça parle de ma première nuit en foyer. Et je voudrais aussi éventuellement rencontrer des travailleurs sociaux pour tracer une sorte de mémoire de l'institution, et surtout des deux côtés de la barrière. Et puis pour laisser une trace importante, en tout cas dans notre histoire qui est commune. Voilà. Je vais arrêter de parler et vous souhaiter une très bonne journée. Voilà. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir très fort. C'est bon.